Bonjour Sophie Audugé, merci d'être avec nous, quoique à distance. Vous êtes à la tête de SOS Éducation. Pape Ndiaye, que restera-t-il de ce monsieur, Sophie? Bonjour à tous déjà. Écoutez, je pense qu'effectivement, c'est pas un franc succès, hein, les 100 jours de Pape Ndiaye. Euh, je pense que ce dont on se souviendra déjà, c'est qu'après quelques semaines de sa nomination, il est allé insulter la France des États-Unis, hein, pour traiter les Français et la France de pays racistes, hein, systématiques, de racisme systémique, ce qui était quand même assez malvenu quand on vient d'être nommé ministre de l'Éducation nationale, ce qui est quand même la fonction, je dirais en tous les cas, la plus grande confiance qu'un peuple peut donner à un ministre, hein, c'est de lui confier sa jeunesse pour l'instruire. Ensuite, la deuxième chose, c'est évidemment cette obsession à faire de l'éducation à la sexualité une priorité, alors que la moitié des enfants sortent de CM2 sans savoir ni lire ni écrire. Et puis, c'est aussi cette espèce de surexcitation à sortir des réformes. C'est même pas des réformes, des effets d'annonce tous les jours. Alors un jour c'est la sexualité, le lendemain c'est le harcèlement, ensuite c'est la laïcité. Mmh. Et puis évidemment, quand on arrive aux faits, on constate que sur la question de la laïcité, il a été en dessous de tout, à un moment où il aurait dû soutenir ses équipes, notamment ses professeurs, ses chefs d'établissement. Il les a lâchement abandonnés en leur disant de se débrouiller eux-mêmes pour décider de ce qui était un vêtement à connotation religieuse ou pas. Où là, pour le coup, vraiment, on attendait une position ferme, il était incapable de la donner. Et puis, je crois que très récemment, il a été donné son avis sur notamment Rothschild et d'autres On va y pour revenir, les vous inquiétez sujets. pas. On Voilà, va pas, enfin bon, on va pas en rester là. je, je crois que ce ministre n'a rien d'un ministre de l'Éducation nationale. Voilà. Oui, j'allais dire, bon, alors à sa décharge, on va lui donner un tout petit, mettre un tout petit bémol à ce costard qu'on est en train de lui tailler quand même. Il est arrivé après Jean-Michel Blanquer qui avait implémenté un certain nombre de réformes, donc il a fallu qu'il fasse un peu le suivi et la mise en place. C'est difficile d'occuper ce poste et de trouver grâce aux yeux des Français. Beaucoup de ministres de l'Éducation nationale, depuis 20-30 ans, s'y sont cassés les dents. Mais quand même, Sophie Audugé, sur l'échelle du succès, est-ce que c'est lui qui est le plus bas quand même dans votre échelle? Écoutez, je pense qu'avec Najat Vallaud-Belkacem, ils sont. Oui, je pense qu'ils ont la palme tous les deux. Ce qui est surtout très grave aujourd'hui, si vous voulez, c'est que l'effondrement de notre système scolaire est extrêmement inquiétant à tous les niveaux, à la fois parce que la santé mentale des enfants va très mal, à savoir, en plus, ils ne sont pas instruits, donc ils ne peuvent pas avoir d'avenir en France. Pour ceux qui ont un bon niveau d'instruction, la seule solution qu'ils trouvent, c'est de partir faire bénéficier de leurs capacités, de leurs compétences à l'étranger. Enfin, si vous voulez, on arrive à un moment où, et c'est pas la première fois que je le dis, hein, c'est que je crois qu'il faut un ministre qui ait énormément de courage, qui se fiche du qu'en dira-t-on et qui ne s'intéresse pas de savoir s'il est dans le bien dans le camp du bien, et qui se donne pour objectif qu'il n'y ait pas un enfant de France qui quitte le CM2 sans savoir lire, écrire, compter, qui connaisse l'histoire de France. Ça fait des années qu'on apprend à nos enfants à détester la France. Alors, il ne faut pas s'étonner après si ces enfants-là, qui viennent de certains milieux où les conditions sociales sont évidemment difficiles, évidemment. Je veux dire, il suffit d'aller passer quelques temps dans ces banlieues-là pour se dire que oui, ces enfants seront plus méritants que les autres s'ils réussissent à l'école, bien évidemment. Mais enfin, quand on passe nos journées depuis 10 ans à leur dire que la France est un pays colonialiste, raciste et collaborateur, il ne faut pas s'étonner à un moment qu'ils aient la haine contre la France et que quand ils en aient l'occasion, eh bien, ils aillent tout casser et tout piller. Je veux dire, un enfant qui n'a pas d'instruction, si vous voulez, il va donner cours à ses pulsions les plus basiques. Oui. C'est-à-dire, je veux quelque chose, je le vole, quelqu'un me plaît pas, je le tue, une fille me fait envie, je la viole. Voilà. Donc, Oui. si vous voulez, oui, l'instruction, c'est fondamental pour avoir un peuple et créer une cohésion nationale, créer de la confraternité aussi entre les enfants pour construire un pays demain. C'est fondamental. Merci Sophie Audugé. Restez quand même avec nous. On poursuit la discussion sur Pape Ndiaye. En un mot, il a failli sur l'histoire du harcèlement. En plus, les parents de la petite qui s'était suicidée n'étaient pas spécialement emballés, hein, à l'idée, au sortir de leur rencontre. Sur la laïcité, ça, ce sont deux gros chantiers. Au-delà même de l'aspect purement éducatif, il y a tout ce qui va autour, qui est dans son périmètre.
oui, on aurait plus vite fait d'essayer de trouver les sujets sur lesquels il a réussi. Alors, il y a 2 soucis, c'est que c'est un idéologue, c'est vrai, et puis surtout, au-delà de ça, il pourrait être idéologue et en même temps avoir redressé l'école, mais l'idéologie a pris une telle place, je pense, dans sa feuille de tâche qu'il ne s'est visiblement pas occupé des autres sujets. Moi, je crois que c'est vrai que vous le disiez, c'est difficile de mettre d'accord les Français sur un ministre de l'Éducation. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a un plus petit dénominateur commun, c'est que tous les Français veulent le bien de leurs enfants et qu'ils réussissent en classe. Et pour réussir en classe, eh bien, je crois que Madame l'a dit, il faut lire, écrire, compter, savoir l'histoire de son pays et quelques petites bricoles de ce genre-là. Bref, non mineures, vous en conviendrez. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le processus qui a amené à son arrivée au ministère de l'Éducation. Parce que malheureusement ou heureusement, Pape Ndiaye, malheureusement pour lui, va sans doute disparaître du paysage politique. Il aura d'autres activités universitaires, etc., sans doute, mais je pense qu'il est peu probable qu'il soit promis un grand avenir politique à court terme, en tout cas dans le gouvernement. Mais pourquoi l'avoir nommé ? Mais quelle est la vision du président de la République? À quel moment il a pu trouver que c'était une bonne idée? Vous savez, on dit parfois d'Emmanuel Macron, oui, c'est le président du en même temps, donc on comprend qu'il est centriste. Mais là, c'est un ministère majeur, c'est pas le secrétariat d'État aux loisirs de pêche. C'est gravissime, c'est notre avenir, le ministère de l'Éducation. Pourquoi l'avoir choisi? Pape Ndiaye lui-même semble s'être trompé de marocain, parce que Pape Ndiaye est ministre de l'Éducation, donc, on le rappelle, qui se prend maintenant pour le censeur des médias. Autant vous dire qu'on n'était pas très contents. Vincent Bolloré, une personnalité proche de l'extrême droite, vous dites, son groupe est proche de l'extrême droite? Écoutez, quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu Europe 1, quand vous regardez cet ensemble-là, la conclusion s'impose. Europe 1, CNews d'extrême droite? Écoutez, ce sont des publications, oui. CNews, c'est très clairement l'extrême droite. Ils font du mal à la démocratie? Moi, je pense qu'ils font du mal à la démocratie, il n'y a aucun doute. Moi, je suis, vous savez, donc, je considère je considère que lutter contre l'extrême droite, c'est une priorité. Ça peut se faire de toutes les manières possibles. Ok, bon, nonobstant les questions quand même super orientées et assez insistantes du journaliste, qui ne sont pas d'ailleurs, vous le noterez, des questions ouvertes, mais des questions auxquelles on est censé répondre par ah oui, oui, oui ou non, non, non. Donc en fait, il embraye et reprend les mêmes termes. Franchement, la dernière phrase prononcée par Pape Ndiaye est même un peu menaçante. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il se prend pour un ministre qui va faire pression sur l'Arcom ou une quelconque instance qui soit, quoi. Je disais un peu plus tôt dans la journée, suite aux propos tenus par le ministre de l'Éducation nationale, est-ce que nous étions peut-être dorénavant une chaîne publique ? Peut-être faut-il se poser la question, puisque effectivement, on a l'impression que de semaine en semaine, il y a de plus en plus de ministres qui souhaitent s'ingérer dans la manière dont on effectivement décide de traiter tel ou tel sujet. Enfin, excusez-moi, mais lorsque l'on regarde l'ensemble des sujets qui sont traités par CNews, lorsque l'on regarde l'ensemble des personnalités, qu'elles soient politiques ou non, qui sont invitées sur les plateaux de CNews. D'ailleurs, il y a de nombreuses personnalités politiques qui expliquent aujourd'hui qu'elles sont boycottées par la chaîne. Non, elles ne sont pas boycottées par la chaîne, c'est l'inverse. Elles boycottent cette même chaîne et ensuite disent, regardez, il n'y a pas assez de représentants, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts sur les plateaux. Eh bien, venez, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, venez débattre. Il est invité. Et on le répète assez régulièrement. Bien sûr. Benjamin Morel, il se prend pour qui, en fait? Je crois qu'il se prend plus pour un ministre. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a sans doute quasiment acté, parce que lorsque vous faites ce type de sortie, alors qu'en effet vous êtes ministre de l'Éducation nationale, c'est que vous avez acquis que vous reprenez votre casquette, soit d'universitaire, soit de militant plus ou moins idéologue, mais que vous cessez d'incarner l'État qui justement... Il a déjà retrouvé sa liberté de parole, mais un peu trop. D'une certaine façon, on l'a rarement entendu parler aussi longtemps que dans cet extrait-là. Donc, non, je plaisante un petit peu, mais il y a ça. Et pour revenir sur ce qu'on disait, la réalité, c'est que par rapport à Vallaud-Belkacem, le nom a été évoqué tout à l'heure, on peut penser ce qu'on veut du bilan de Vallaud-Belkacem, mais là, un bilan, lui, il n'a pas de bilan. Il a été mis là justement parce qu'il incarnait ce type d'idée et que c'était une façon de calmer les enseignants qui en avaient un peu, qui avaient un peu maille à partir avec Jean-Michel Blanquer. Et donc, tout d'un coup, il y a une façon de mettre le couvercle sur la crise au sein de l'Éducation nationale en mettant quelqu'un qui est censé plaire
au corps enseignant. Mais le problème, c'est qu'il a aujourd'hui quasiment absolument aucun bilan. Il ne tenait pas son cabinet il a été quasiment nommé directement par l'Élysée. Souvenez-vous, pas ce passage à Marseille, mais le précédent, quand Emmanuel Macron fait le détail des programmes de sport. Donc aujourd'hui, on a un ministre qui n'a pas tenu l'éducation nationale et il a été nommé pour ça. Parce que j'ai beaucoup d'amour pour les universitaires, j'en suis un moi-même. Mais pour tenir un mammouth comme l'éducation nationale, vous devez connaître et le fonctionnement de l'éducation nationale et le fonctionnement d'une administration. Être prof à Sciences Po ne vous y prépare pas. Donc c'est avant tout une image, un ectoplasme. Et il a rempli ce rôle d'ectoplasme. Les ministres qui donc sortent de leur champ d'action, vous le rappeliez, il n'est pas le premier. Il y a quelques mois, on en a fait les frais aussi avec la ministre de la Culture. Écoutez l'analyse qu'en tire le directeur général de Fondapol, Dominique Régnier, qui était l'invité de la chaîne. On prend l'habitude d'aujourd'hui en France d'avoir des membres du gouvernement, c'est quand même important ça, qui se permettent des jugements politiques sur la conformité à leurs opinions de rédaction. Je pense que c'est un problème et que c'est une forme de déviation. Les ministres n'ont pas à commenter la conformité à leurs yeux de telle ou telle rédaction aux opinions qu'ils jugent légitimes. Là, c'est vraiment, il est à côté de la plaque. Enfin, je veux dire, et c'est faire injure aussi, non seulement aux journalistes que nous sommes, parce que vous l'avez noté, j'ai noté, enfin, on a tous beaucoup réagi sur Twitter, c'est normal, mais aussi aux gens qui nous regardent, quoi. Enfin, je veux dire, on fait des bonnes audiences tous les jours, il ne peut pas ne pas le savoir. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'attaque à ces deux médias. C'est parce que sans doute il est inquiet de voir le monopole, une certain monopole de la gauche dans la matière des médias lui échapper. En fait, c'est un refus du débat et c'est ça qui est très inquiétant parce que je crois qu'on peut tous le constater sur CNews, c'est qu'il y a du débat et c'est une certaine gauche morale, je dirais une ultra-gauche, une extrême-gauche, parce qu'il parle comme la patronne de la CGT, il parle comme un député LFI qui refuse le débat. C'est-à-dire que c'est la politique du lépreux et du cordon sanitaire. On ne veut pas les voir. Leurs idées n'ont pas le droit de citer. Et ce qu'ils reprochent à CNews, c'est de provoquer des échanges entre gens qui n'ont pas les mêmes idées. Et vous savez, ça se passerait en Hongrie, ce genre de choses. Vous imaginez Viktor Orban qui va s'attaquer à un média libre, indépendant, tout le monde pousserait des cris d'orfraie à raison en disant mais de quoi se mêle-t-il ? Ça se passe en France et c'est le deuxième ministre. Donc non seulement il est à côté de la plaque, mais il est inquiétant. Et puis on rappelle, on n'est pas France Info TV non plus. Donc voilà, merci pour ce dégagement. Merci Sophie Audugé de nous avoir rejoints cet après-midi. On vous fera bien sûr revenir dans l'émission sous peu.